Hi, welcome to the presentation tonight, and thanks to Telecom Valley to invite me to share my experience and share the expertise on the big data testing. And I work in Alpha Test, and thanks Julia to invite me as a speaker of this test logistical night. And a small introduction of me. I am Devdata Dey, working as a test automation consultant. And right now I am working in Kering, in the luxury brand Kering. And right now I am testing in big data field. And I am actually working in Alpha Test team. So we start with the agenda of tonight. So today we are going to see that what is big data testing, why do you need it, and how to adapt the big data in your test, the overview of daily big data processing in the field of CRM. CRM is customer relationship management, the benefits of the big data testing, the needs of the test environment, and the real-time data ingestion, and a scenario for validating test using your acceptance criteria, and the challenges we have faced through our project for the test and for the data creation and for data generation we're going to see, and how do we try to overcome them, and the most important part with GDPR and the big data, and how we provide the realistic data for the software testing in keeping in the mind of the constraint of GDPR. So before jumping to the details, I would like to share the 5 words for big data. So big data is a very catchy word in the markets nowadays. So I just want to give you a small vision what is big data. The first is data analysis. What is data analysis? So in the year end, your credit card company sent you the bill, and then you check that how much money did you spend in restaurant, in entertainment, in leisure, in vacation. So what you are doing here, you are digging into the information and get the percentage how much you spent, and get the vision to do in an optimized way in the upcoming year. So you are doing the analysis here. So if you do the same thing for the Twitter or the Facebook over a period of time, for a country, for a population, a city, over a time period, you are doing the big data analysis. In short, the data analysis is the science of examining the raw data with the aim of drawing conclusion from that information. Now we are going to talk about the data lake. What is data lake? The first thing, it is very funny name, data lake. Yes, the lake of the data. So it is a big repository and the centralized enterprise system where we get the data in the semi-structured or structural format, and your team, your all big data engineers can access the data and make the analysis and make the profit to get the intelligence of it. So data lake is a big centralized storage location, contains the big data in a raw and granular format. Data scientist, it is a very catchy word in the market, and this data scientist they are very high paid, and they are a superman or superwoman who tell the story for the data analysis, for the creativity, for the data optimization and machine learning. So data scientist is, in summary, is an expert in the management and in-depth analysis of the massive data. Now we are going to talk about the NoSQL.
So when you heard about NoSQL, it sounds like no the protest against SQL. But SQL, NoSQL stand for not only SQL, and it is a little bit different from the traditional relational database. The value is stored in a key pair, the ID and the value, and this database is more column oriented than the row. A column can vary from row to row, and you can extract your information as a JSON document or an XML document. The example of the NoSQL is MongoDB, Redis, and Cassandra. We are going to see in our following slides that how Cassandra helps to store the big chunk of data. And the last term of these 5 words, the machine learning. What do you do for the machine learning? It's like you give the pattern to the machine, and then you give the data, and the computer learn how to process the big chunk of data using their algorithm. So instead of programming the computer every step of the way, this approach gives the computer instruction that allow to learn the data by step interaction by the programmer. Now we are going to talk about what is big data and why do we use it. So I am giving you some example that Facebook handles more than 250 millions of photos, 900 millions of users, and all the notification and pages and the groups day by day. And Walmart using the customer transaction for million per each day. Some billions customers are calling, texting, and browsing through their mobile and their web application. So data is pouring from different variation. And this trend was before, but what changes in this big data field, it is the velocity of the growth, and it is the diversity of the data. So here, one of the most important uses of big data is to generate the small data. And what is small data? Small data refers to the data which doesn't have volume, velocity, and the variety issue. And each company do this analysis in this cost saving way and time reducing way to make the strategy and efficiency of the business. So the main thing, the consumer data is the biggest differentiator in next 2 or 3 years. And whoever unblocks these reams of data and use it strategically, they will win. So I am going to talk about the areas of big data. So the areas of big data is quite vast. We use it in healthcare, travel, education, telecom, e-commerce, retail, finance to get the 360 view of the customer, to get the customer suggestions, to get the pattern of the customer choice, to launch the marketing campaign. So you see the variation of the big data and the areas of big data are quite fast. So we are going to talk about the 5 V's of big data testing here. One is volume, next is velocity, the third is variety, veracity, and the value. What is the volume? The big data, it's itself a huge volume. And we have to be very careful when we are going to test that we don't test a big chunk of the data with no data accuracy and some debris data. The velocity is quite high. Just think about you post in Facebook, and then you do the notification, you do the comment, you see the like. So it is a rapid data velocity in a particular time. So here we had to test
that the data is processed very quickly and efficiently. What is the variety of the data? The variety of the data is a data can be any format of the video, format of the PDA, format of the Excel, format of the spreadsheet, format of the your credit card bill. It can be any format. So the data has many layers, and to check these varieties of the data, and it is important to make a data integration testing in this field so that we make the rules and homogeneous rules to check all the varieties of the data. What is the veracity of the data? Veracity of the data is equivalent to the quality of the data. We get all the time the data, but 80% of them it's unstructured. So we have to analyze that, is it really valuable for our business? Is it clean data? Is it structured data? It has the proper content. So this is the step we are checking for the veracity. And the value is the same. It is like the consistency of the data, the resource management. So if a company, a customer monetization properly, then they have the chances to make the marketing strategy or boost their business in a short way and in an intelligence way. So this is the 5 parameter we test in the big data testing approach in performance testing, functional testing, integration testing, regression testing, and of course the test automation. So the key factors of the big data testing. So here we are going to talk about what the verification of the data processing, the performance and the functional testing, and high level of testing skill, and data validation and business validation and output validation. So what is the performance and functional testing does in that field? So performance testing is the data consuming rate from the different source, the data ingestion rate, and data response time, and the data is divided into the key pair value. So here, and the load testing, we have to maintain all these things in the performance testing. And what is the functional testing? Functional testing is to check that we are not getting the debris data. Our customer name has the proper name, our customer email ID has the email ID. So we are checking all the values of the accuracy of the data. And it requires the high level of testing skills, because it's not only checking the accuracy of the data, but it also checking all the data pipelines, all the data ingestion flow, and all the sources from data is coming. So it needs the high level of testing skill. So right now we are going to talk about the data validation. What is the data validation? Data validation is a method or a function or a process, you can say, which checks the quality and the accuracy of the data, and it checks the right data at the right position, and it compares the source data with the final data where Hadoop system going to process it. So the data we get and the data we are getting at the final process is the same data. And the process validation, here is the next thing, which is process validation. We can say it the business validation. So all the requirements of the business is validated and we get the data accuracy. The key pair are generated, as I already said, that this NoSQL database generate with the key pair value. So we have to check that each key has this pair, has this value, and all the map reduce processes works correctly during the data transition. The output validation is the last step,
and it is the final and foremost step before validate the testing process. And it is the transformation rules are correctly applied, and we check the data integrity, and we check that data security, of course, and we check the data corruption by that no data is corrupted by comparing the target data and the destination data. An overview of the big data processing in CRM field. So there is a two process, it's real time and the batch. So I am going to talk about what is real time process, what is the batch processing. So most of the company, when they deal about the big chunk of data, they do it with the batch processing, but real time processing is very necessary when you have to do it for a short period of time. I am giving you an example for the real time processing is you go to the distributor, the ATM service, you put your card, and then you withdraw your money, and then in your application, bank application, you see and you check your information through this application. So what it does, it collects your data, it processes, and it gives you the result almost in the near real time. So here the real time data is processing instantly. So here in this picture, you see we take the data at the day one and we process the data in day one, and there is no time lag between the collecting data, gathering data, and processing and produce the result. And the batch processing, what is the, okay, so I forgot to mention that real time process, it is effective to do some stock evolution for some customer creation. You go to the store, while you have to do the fidelity card, the store manager takes all your information and then create the customer, and then you have the customer information and you got the email. So this is the real time processing. And sometimes the sales analytics for a company, it needs for the real time data processing. What is the batch processing? So batch processing happens of block of data where that have already been stored over a time period. So there is, you see, there is a time lag between the data collecting and the processing. So day one, we collect the data. Day two, we process the data. Day two, we collect the data. Day three, we process the data. So we have to make sure that all the data is collected and gathered, and when the system doesn't have any user interaction, we run the batch. And batch is very necessary to handle the large volumes of the data, and you have to make sure that there will be no user interaction while the batch is processing. And batch processing is very important where you need many distributed system or peripheral system at the same time. So we collect the data during the business hour, and then we process the data during the idle hour. The benefits of the big data testing. The first thing is to check the data accuracy. So 80% of the data will be the unstructured data, and unstructured, which is unstable and typically large. So big data testing help to make the analysis of the business and the accurate data, which is very important asset for an organization, in a cost effective way and for the decision making. Here I can give you an example. When our company launched the marketing campaign email process, and so you go to the store, you buy something, and then next day you get an email, thanks for purchasing. So what is happening here, the
the company is not only focused when they send the email that you open the email or not. It checks the who you are, who what is the user patterns, and based on this pattern they make the analysis, and then it will be effect effective for the future reference for the company. So it boosts up the business strategy. The second thing is the right data at the right time, that we got the right data at the right time and the accurate data, and it reduces the deficit and the boost profits for a company. So all those things required a huge amount of big data testing. The environment needs, as you saw, that we had to test the 5 V's of the big data testing. So for the volume, for the variety, for the integration, for the storage, we need enough storage space and the large storage process for this large amount of the data. We should have a cluster and the distributed nodes and the data, and it should have the minimum CPU and memory utilization to keep the performance high. And your test environment should be the replicated environment of the production, and your DevOps teams should configure the QA environment as the production environment to make it efficient and to keep the performance high. Here, I am going to talk about the data ingestion flow in the customer relationship management or e-commerce field. So here we see the data is coming from different sources, from enterprise sources, and then we collect the raw data, through the NIFI and Kafka. What is NIFI and what is Kafka? NIFI is a data flow. NIFI is an open source by Apache, and it is a data flow, automatic data flow management system between different distributed systems to handle the huge amount of the data flow. What is Kafka? Kafka is a message broker. It's also an open source by Apache. So there is an example for Kafka. It's like Kafka is like a bus or the metro. You take the metro to go to your office. So the metro carries you from your home to office. So Kafka is like that. The data is transferred by the Kafka from one system to the another system. Now we are talking about the processing. How do we process the data? We run the Spark. What is Spark? Spark is a backend process, and Spark is a open source by Apache, and it works in a different node and a different cluster, and it is 10 times powerful than a disk, and it can store the data in the different databases like Cassandra and Solar. So here we collect the data from the different source, and then we process the data through the Spark, the real time or the batch, and we store it in Cassandra and Solar. And we got the data. We provide our client the API. What is API in a short format? It's a application interface, but I want to just give you an example in a very short way. So you go to a restaurant, you give the order to the waiter or waitress, they go to the kitchen, and they give the order to the kitchen, and then after some time you got to get your food by the waiter. So waiter is the API here. Your request is gone through the waiter to the kitchen, and your response is coming by the waiter. So API, we provide the API service to the client, and then there are the different client app who using our API to enable with the end user. So here it's an example.
It's like there is a store stuff as a end user. So you go to a Gucci store, you see a bag, but you want it in a different color. So you ask the store member that is it available or not. The store staff check on their application, on their carrying application, and then they see the availability of the stock or not. What they do, what the backend process is going, so they are going to call the API, and then API check into the database that this particular item with this particular SKU or style color is present or not. If it is present, it gives the response. If it is not, then it is no. So here we provide our client the API services to make the end user efficient search. So here is the summary of data ingestion. As I already explained, we take the real data, put it into the parking for few days. It is for the few days or 1 day, it is effective for the batch. We run the batch to store the data. We use the Nifi Kafka to listen to the real time. We run the Spark job for batch and the real time for the data ingestion in Cassandra and Solar database. The data is distributed according to row key hash, and then the data searched through API in JSON format. And we verify the source and the destination are the same. So here is one point that Cassandra is a high volume of the data across the distributed system and give fast result, while Solar is a search-based engine and it is a full text-based search. Here I am going to explain a test scenario for the validation using user acceptance criteria. So here we see that I want to search a customer and retrieve the customer from the source using real-time and the batch application. I am sure that many of you knows the structure given when then. It's a BDD structure, and we wrote in the using the Cucumber framework for our test automation. So given we check that our application doesn't have the specific customer, so we check in the Cassandra and the Solar. If it is, then we delete it from the Cassandra and Solar. Then we send our message to the Kafka, and we run the Spark job, which absorb the data and put it into the Cassandra and Solar. And then we check the data ingestion is properly done. And then we compare the data of the source and the destination. So this is our test automation. This is an example of the test automation data validation criteria. The challenges of the big data. The challenges of the big data, it's in our project we faced. It's a big volume of the data. So the data heterogeneity. So the data can be in any format, and mostly 80% of the data is unstructured data. So we have to have the data integration testing, we have to have the performance testing, we have to have the data migration testing to overcome it. For the data sanity, most of the time we get the semi-structured, unstructured data. So we have to do more and more functional tests to check the sanity of the data. Unstable environment, which is a very breaking point sometimes, because because when you see all the processes through the Nifi, through the Kafka, through the Spark job, sometimes your environment is frozen. Some Spark job is taking too much time, and at the same time another job is arriving, so you are blocked. Sometimes the Nifi doesn't have the proper response. So unstable environment for QA, it is a uh, big restraints for that, and lack of technical expertise, because many of the functional tester who test
the validation. They just check, okay, I have my data in Cassandra and Solar and I can query it through the API. But it is most important part that you have to check all the flow in the data pipeline, all the flow from ingestion from the process. Sometimes we see some symptoms that our data is not in the Cassandra or Solar, and we cannot retrieve the data through API, but we don't check that actually my Nifi got the source data or not, or my Spark application running the real time or the batch or not. So lack of technical expertise, it's a challenge for the big data testing. And effective communication and collaboration with the with the team for the test automation. Here it is, because once it is functionally validated and once we take it for the test automation, sometimes it is, as we are working in the agile, so definition of done, which is a big constraint on that. Sometimes we think that, okay, the data is functionally validated, and then we close the story, but it should include the test automation to check the regression before that. So it's a argument, it's a it's a constraint sometimes to make the decision. And selecting the right tools, there are many tools for the test automation for this data approach, but we have to select the right tool and the test approach. We have to make sure that minimum human interaction is needed while you maintain the script, and while you do the performance testing, while you do the load testing, while you are checking the consuming rate from the different sources. And uh, and it requires a proper test approach. Other than, the whole test strategy is falling apart if your test approach and the tools are not okay. And of course, the stretch deadline and the cost. How we are trying to overcome this? Applying the right strategy of the test strategy. And we have to test the 5 V's of the big data from the very first step. So early stages of the testing, early stage of bug identification and rectify them is helping for the cost effective way. Following the best practices will help for the quality of the software testing. And all the testing should be data driven approach. When the data is unstructured, you should check the data integrity and make it to the semi-structure and the structural data. So all the data approach, all the test approach should be data driven, not only the feature driven by the software testing. Now we are going to talk about the GDPR. So what is GDPR? GDPR is a general data protection, which is very famous regulation, which came into effect in May 25. And for a quick refresher, GDPR rewrote the rule book for how business can use the EU consumer data like analytics. And without a doubt, the biggest way the GDPR legalization is affecting the data collection and the data analysis in real time or in the batch. Regardless of the size, 93% of small business, they say that they have prepared in some way to make the data anonymization. And the business of all sizes will need to understand that which data they actually require to run their business, and don't ask for the unrelated information, and take care of the very personal information like ID, email ID, social security number, the zip code, the country. So how what we overcome and what we are trying to
make the data analysis, the testing effective. So what we do, we take the raw data from the different source, and then we run the batch, k-anonymous batch, and then we change all the customers in anonymized form, and then we shuffling the letters for name, email address, and the phone number, and we accelerating the software testing process for that, and we are looking for automation tool which can do the effectively this anonymized process. But it can be problem for some teams to get only the country, not get the address, not the zip code, not the city. So we are looking for an effective solution for that. And that's all. Thank you for your attention. And if you have any question, do not hesitate to ask in the QA channel. Okay, thank you, the data. This is your last slide, or? Yes. Okay. So you had another slide normally, but okay. No, I do have another slide, I think. Yes, I do have another slide. Sorry. Sorry. So yeah, this is the link on the French version of this presentation on the big data, so it can be accessible whenever you want. For the question, you have apparently 4 questions. So I'll let you have a look. It is in the QA section. Yeah, Q&A section. Below. Are there some particular framework used to validate the data? I don't understand what is the exact question of that. That some particular framework used to validate the data. I am afraid that I don't understand this. Yeah, I think the framework has been presented on your slide with all the workflow, I remember. Yeah, the data processing framework, you can say that we take the data, store the data, and ingest the data in the different sources. This is the framework we are using, but I am afraid I don't know that exact framework to validate the data. How do you relevant data from data warehouse? Search relevant data. We are doing you are born for big data and big data. It's a very funny one. So we are using right now data lake, and we are using the AWS service, and we are using the Parquet file to retrieve the data, and then we are using the NIFI, and then we are using the batch processing. So this is the relevant way to make to retrieve the data from the data warehouse. And how do you okay, thanks for the presentation. Big data testing is usually carried by a data scientist or a tester can do it. Usually a big data testing should be done by the tester and the developer of the team, the unit testing. But most of the performance testing, most of the data validation, all the 5 V's I talked about, it should be done by the tester. I think I don't have any question more. How can you use different type of data such as AWS, Amazon? Right now we are just using the S3 Parquet file to retrieve the data. In the same time with the same tools? I didn't understand your question, please.
OK. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va. Merci beaucoup, Data, pour cette présentation. Thank you, Julia, for inviting. And I let the next speaker. De toute façon, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur le lien que Data a mis là sur Contact à Toll4Test et elle pourra vous répondre plus tard, demain, il n'y a aucun problème. Voilà, ok, super. Donc, c'est bien, on est dans le planning. Donc, restez connectés pour cette dernière étape de la soirée du test. Donc, qui va être drivé par notre ami Benjamin Butel, qui semble là, donc c'est une bonne nouvelle. Et qui va nous parler donc du rôle du testeur dans son environnement agile. Benjamin, c'est à toi. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais partager mon écran. Tu vas me dire si c'est bon. Oui, c'est bon. On te voit, on t'entend. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, le son est un peu lointain. Alors, je vais me rapprocher parce que ça sort par la caméra qui est devant moi, en fait. Ouais, il faut parler plus fort. Ouais, je vais parler plus fort. Est-ce que c'est bon comme ça? Ça va mieux. Parfait. Merci Julien, merci pour l'invitation pour cette soirée. Moi, je vais vous faire un retour d'expérience sur le rôle du testeur chez Klaxoon, dans notre contexte agile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans le monde du test logiciel. Donc, j'ai fait plusieurs domaines, téléphonie, du médical, de l'énergie, du militaire, j'ai donné des formations. Et aujourd'hui, j'essaye de partager en fait mon expérience dans la taverne du testeur, qui a été citée en tout début par Julien et avec Marc, et aussi avec le Ministry of Testing que Mimoun a aussi cité en début. Donc lui, il est sur Paris, moi je le fais depuis Rennes. Et cette année, on a eu la chance de faire des co-événements tous ensemble au niveau France. Voilà, donc j'essaie vraiment de partager un peu mon expérience. Et mon expérience m'a amené aussi à être certifié STQB Full Advance, Test Automation et Agile, ce qui me donne une bonne vision finalement à la fois des dogmes et on verra que côté agilité, il y a besoin parfois d'un peu de pragmatisme. Donc aujourd'hui, ça me donne un peu tout ça. Et chez Klaxoon, pour donner un peu le contexte, on est un peu plus de 250 collaborateurs répartis dans plusieurs villes. Rennes, Paris, Lyon, on est aussi aux États-Unis, New York, Boston, Singapour aussi, je crois de mémoire. Donc on n'est pas une grosse société et on produit un logiciel qui favorise en fait le collectif et le collaboratif dans le monde du travail. Et au sein de Klaxoon, moi je fais plus particulièrement partie de la R&D. Et un des challenges qu'on a eu, en fait, et sur la place du testeur, c'est que dans ces 3 dernières années, le produit a beaucoup évolué, a beaucoup grossi, donc forcément les effectifs côté R&D ont aussi grandi. Pour donner une idée, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, moi je suis arrivé chez Klaxoon il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et quelques mois, j'étais le seul testeur. Aujourd'hui, on est 8. Donc finalement, on a dû trouver en fait comment, dans notre contexte qui était plutôt très agile, avec un produit qui évolue vite, comment en fait le testeur devait trouver sa place, comment la qualité en fait devait trouver sa place. Et c'est ce dont je vais vous parler moi ce soir. Donc le testeur, il va se situer en fait vraiment par 2 canaux chez nous. Le premier, ça va être la Future Team. Je vais vous décrire juste après ce que c'est plus concrètement. Et le deuxième canal, c'est par la communauté. Donc, moi, je l'anime, la communauté, à travers mon rôle de test coach. Et le testeur, dans cette communauté, plus particulièrement, il est vraiment, en fait, acteur. C'est pas moi, je fais la communauté, puis je fais de la redescente pure, bêtement et méchamment. On est vraiment tous acteurs, en fait, de cette communauté. On va vraiment discuter des practice testing. Donc, ça peut être, par exemple, la lecture d'un article qui a été fait par quelqu'un et qu'il a trouvé pertinent et il aimerait du coup en faire une restitution du coup aux autres testeurs, voire même des fois mettre en pratique ce qui était mis dans le contenu de l'article. Ça peut être un meet-up, ça peut être un événement comme celui de ce soir. Ça peut être n'importe quel sujet, un outil qu'un testeur a découvert et qu'il aimerait essayer du coup au niveau de la communauté, voir peut-être se donner des moyens de l'essayer, voir si c'est pertinent dans notre contexte, pas notre contexte.
Donc, le testeur, là-dessus, il va vraiment avoir une grande latitude pour proposer finalement un certain nombre de sujets et créer de la dynamique, du collectif en fait en transverse. Pas plus tard qu'hier, par exemple, on a fait un coding dojo tous les testeurs ensemble pour rester en fait au même niveau d'information et d'évolution de notre framework d'outils d'automatisation. C'était un moment vraiment de team building, testing vraiment très fort, ce genre d'événement. Et là, n'importe quel testeur est aussi animateur sur cette partie-là. Mais le gros du boulot du testeur, ça reste quand même la future team. Et la future team chez nous, c'est quoi? C'est en fait une réunion de différents métiers. Donc on va retrouver effectivement, un peu comme dans les classiques de team agile que l'on voit dans dans différentes lectures et littératures, on va retrouver les devs, pour la petite private joke qu'on nomme Dave comme le chanteur chez nous. On va retrouver le QA en l'occurrence, et on va retrouver d'autres rôles. Donc nous, on a les ops en fait au sein de la team qui vont vraiment avoir cette sensibilité sur tout ce qui va être mise en production, maintien en condition opérationnelle, performance, sécurité. On va avoir les UX qui vont avoir plutôt une sensibilité vraiment sur l'expérience utilisateur et interface utilisateur. Et on a deux autres rôles dont moi j'ai l'impression qu'on les voit moins au niveau de la team en tant que telle. Le premier, c'est le Future Master, on l'appelle comme ça. Faut plutôt le voir comme le Proxy Product Owner chez nous, si on devait faire un comparatif avec d'autres méthodologies agiles. Et c'est extrêmement précieux de l'avoir, le Future Master, puisque étant finalement le garant du produit, étant le point vraiment d'entrée et ayant toutes les informations quasiment sur la construction du produit, la construction et son évolution, et il est en immédiateté, il est immédiatement disponible pour nous. On a des questions, on va les avoir immédiatement. Le fait qu'ils vivent en fait la construction d'une nouvelle fonctionnalité avec nous fait que c'est extrêmement dynamisant finalement pour l'équipe, extrêmement performant, puisqu'on n'est pas en attente systématique d'avoir ces réponses. En fait, il est toujours avec nous, il a notre rythme, il connaît nos difficultés, il sait comment on fonctionne, et c'est extrêmement, ça nous facilite vraiment grandement la vie. Et l'autre rôle qui est intéressant aussi dans une future team, dans les nôtres, c'est le Team Master. Je l'ai mis au niveau du cœur, puisque c'est un manager agile. Donc, mais au-delà de gérer notre carrière, il vit aussi avec nous. Il vit notre vie d'équipe, et c'est lui qui va être capable de nous aider à avoir le bon rythme. Bien évidemment, des fois, on a des enjeux business. Des fois, il faut qu'on accélère le rythme. Il faut qu'on prenne des risques. Et bien, il va nous aider en fait à faire la bonne accélération, à évaluer les bons risques, à prendre le bon recul. Pareil, dans certains moments, au contraire, il va nous freiner. Là où des fois l'équipe peut être un peu tout feu, tout flamme, il va peut-être nous demander de prendre un peu plus de recul, prendre un peu plus de temps, de bien évaluer les risques. Voilà. Donc, dans les deux sens, il va nous aider à prendre le bon rythme, la bonne cadence pour faire en sorte qu'on délivre en fait la bonne fonctionnalité avec le bon niveau de qualité. Et j'ai représenté en fait tous ces rôles-là par une seule et même entité, puisque c'est ce qui va tirer tout le reste de la présentation, c'est qu'on va essayer vraiment de fonctionner comme une seule et même personne. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on est tous embarqués, on construit la fonctionnalité ensemble, on identifie le niveau de qualité que l'on veut atteindre ensemble, et le testeur fait partie intégrante de ce fonctionnement-là, de cette dynamique-là. Et pourquoi la Future Team existe? Quel est son objectif premier, en fait, chez nous? Quel est le premier, vraiment, le mindset premier que l'on doit avoir et que l'on a au sein de l'équipe? C'est la production de valeur. Pour moi, à mon sens, et c'est cette prise de recul depuis 2 ans qui m'amène à dire ça, je ne vais pas tous les jours à mon travail pour faire du test. Faire du test pour faire du test, en fait, ça n'apporte, excusez-moi, mais ça n'apporte aucun intérêt. Tout comme faire du développement pour faire du développement, ça n'apporte pas d'intérêt. C'est pourquoi en fait on développe, pourquoi on teste. C'est bien pour produire de la valeur. C'est bien pour mettre dans les mains d'utilisateurs un produit bien fait qui répond à des besoins et qui même parfois donne la banane aux utilisateurs. Donc c'est ça que l'on cherche nous à avoir, c'est vraiment cette production de valeur. Et donc l'équipe va réfléchir quand un nouveau sujet arrive, va vraiment essayer de réfléchir à quelle valeur on veut tirer en fait de cette demande, de cette évolution, et on va voir comment on va pouvoir faire en sorte qu'on le fait bien, correctement et de qualité. Et pour ça, ça passe chez nous par beaucoup d'échanges collectifs.
on est en vision agile. Si je devais retenir, moi, une des valeurs agiles, une partie des 4 valeurs agiles, c'est vraiment les interactions entre les humains, ce collectif-là, cet échange constant que l'on peut avoir entre nous, entre les différents rôles, c'est vraiment extrêmement précieux et c'est ce qui nous permet de toujours en fait se poser les bonnes questions, accepter aussi des fois qu'on se loupe, mais collectivement, parce que ça fait partie aussi du jeu, des fois, de se tromper tous ensemble. Mais au moins, on va faire bloc collectivement pour s'améliorer le coup d'après. Et quand on est dans le succès, quand tout s'est bien passé et quand tout le monde est content, que ce soit au niveau de notre patron, de la ligne produit, mais aussi des utilisateurs, c'est aussi collectivement qu'on a réussi à obtenir ça. Le collectif, il va nous permettre vraiment de définir le niveau de qualité que l'on veut atteindre. On va définir collectivement comment on va adresser une fonctionnalité, quel périmètre on lui donne, quel premier MVP on va éventuellement identifier, comment on va venir animer le reste du MVP, petit incrément par petit incrément. Voilà, on va vraiment collectivement se poser toutes ces questions-là pour faire en sorte que on va pouvoir délivrer en fait au fil de l'eau sans se mettre en difficulté, en répartissant correctement l'effort et en répartissant surtout l'effort de qualité, l'effort de testing. Et c'est là où j'aimerais souligner plus particulièrement une approche, une bonne complémentarité entre les développeurs et les testeurs, dans le sens où on cherche constamment à se challenger en fait un petit peu. Souvent, on voit le testeur, et c'est pas complètement faux, comme ayant plutôt des fois une vision un peu, j'allais dire négative, c'est peut-être pas le bon mot, mais une vision un peu pessimiste, c'est-à-dire qu'on apporte plutôt une vision de ah ben ça marche pas. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à remonter ce genre de choses. Les développeurs, au contraire, il a plutôt tendance à dire bah oui, mais regarde, dans ce contexte-là, ça marche. Et finalement, quand on réunit les deux, ce qui est important, c'est pas tant de rester que sur l'un et que sur l'autre, c'est comment on prend du recul par rapport aux deux informations et comment on en tire finalement le bon niveau de risque résiduel. Et est-ce que du coup, on est prêt à dire ça n'empêche pas qu'en l'état actuel des choses, on y va, ou au contraire, on arrive tous à la même conclusion qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas y aller, il y a du retravail à faire. Donc, on va vraiment essayer de travailler en binôme là-dessus. On va aussi travailler en binôme sur l'identification de ce qu'il y a à faire, l'analyse d'impact. Qu'est-ce que cette analyse d'impact va nous amener à devoir faire comme activité dite de qualité? Test unitaire, test d'intégration, test système, test d'automatisation. Toute activité en fait, qui va servir l'atteinte du niveau de qualité. Et le niveau de qualité lui-même, on va essayer de se le définir entre nous. Et la complémentarité, elle va jusqu'au point où le testeur, parfois, donc moi-même, au sein d'un futur team, on n'est pas toujours disponible et il ne faut surtout pas qu'on soit le goulot d'étranglement. Donc, ça va jusqu'à les développeurs, ils ont le réflexe maintenant chez nous de dire là, ce sujet-là, c'est le sujet qui a le plus de valeur par rapport aux autres sujets qui sont dans le backlog. On va venir te donner un coup de main, Benjamin. On va exécuter une partie de la stratégie pour toi, voire même des fois, ils sont à l'initiative de la définition de la stratégie, du plan de test, de ce qu'il y a à faire. Moi, je vais peut-être être juste en relecture, mais il va vraiment y avoir ce travail collaboratif pour vraiment faire avancer ce qui a d'abord de la valeur, du coup, par rapport à prendre d'autres tâches qui seraient plus dans leur cœur de métier, mais qui finalement, par rapport à la production de valeur, qui est notre objectif premier, a peut-être moins de sens au moment où on est en train d'adresser le sujet. Donc cette complémentarité-là, elle est vraiment extrêmement précieuse et comment dire, moi j'aurais du mal à m'en passer en fait demain, clairement. L'autre force que l'on a aussi, donc toujours en tirant ce collectif, une autre pratique que l'on utilise, c'est que parfois la future team, elle va construire quelque chose, donc tout le monde est aligné sur ce qui doit être construit, sur le niveau de qualité que l'on veut atteindre, mais elle a besoin de temps en temps d'avoir un regard différent, une prise de recul sur ce qu'elle est en train de faire. Et des fois, on baigne tellement sur un sujet qui peut être un peu complexe ou qui peut vraiment être transcendant en fait pour le produit, et on a besoin d'un feedback extérieur. Et on dégaine en général ce qu'on appelle le test de groupe. Le test de groupe, c'est quelque chose que j'ai découvert moi chez Klaxoon.
qui est on fait un appel en fait à qui veut participer au test de groupe sur tel sujet. Et c'est vraiment sur la base du volontariat. Ceux qui sont disponibles viennent. Ça peut être des développeurs, ça peut être des future masters, des team masters, des UX. En fait, peu importe le rôle des gens, c'est qui a envie de venir, vient, pour contribuer en fait à obtenir un feedback différent. Et à travers ce test de groupe, on va activer plusieurs leviers. Le premier levier, le premier bénéfice qu'il y a pour la partie produit, c'est du feedback avec des personnes qui vont avoir des sensibilités différentes. Moi, par exemple, en termes de sensibilité, je suis plutôt du monde d'Android. Donc, du coup, vous mettez un iPhone dans les mains, je ne sais pas m'en servir. Clairement, j'ai beaucoup de difficultés avec le monde iPhone. C'est cognitivement quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, c'est comme ça. C'est un trait, c'est presque psychologique, c'est humain, c'est comme ça. J'ai des collègues, c'est tout l'inverse. C'est des fans d'Apple, c'est des pros d'Apple. Par contre, le monde Android, beaucoup moins. Quand on fait un test de groupe, chacun va venir avec sa sensibilité d'usage. Et les feedbacks qu'on va obtenir sur ces sensibilités vont être extrêmement précieux pour l'équipe, parce que là où l'équipe alors a pensé à une UX, une UI d'une certaine manière, peut-être que quelqu'un va dire « bah oui, mais moi ça, je ne le comprends pas, je ne sais pas comment ça marche ». Ou en termes d'accessibilité, la personne va dire bah, « moi là, en termes d'accessibilité, il y a des choses qui ne me vont pas pour telle raison, en cliquant de telle manière, je ne sais pas, ça me fait mal au doigt, ça me fait mal au pouce ». Peu importe, tout ça, ce sont des feedbacks qui sont extrêmement intéressants qu'on n'aurait pas eu par le simple canal de l'équipe, en fait. Le test de groupe permet d'obtenir ce genre de feedback. C'est aussi un très bon moyen, le test de groupe, de faire de la combinatoire. Quand il est question de faire du multi-device, même si on peut faire de l'automatisation, honnêtement, l'automatisation va se limiter quand même qu'aux cas nominaux, peut-être quelques cas non nominaux, mais on ne va pas aller dans un usage comme le ferait un humain. D'accord ? À travers le test de groupe, on est capable de faire du multi-device et de faire une combinatoire assez rapide de multi-device, tout en ayant quand même ce feeling humain. C'est-à-dire l'humain, il ne va pas suivre un scénario classique. Beaucoup utilisent par exemple le retour en arrière du navigateur. Et puis là, on va se rendre compte que c'est sous IE11, en faisant retour navigateur arrière, que ça se casse la figure. Chose qu'on n'aurait pas du tout vu, ni avec de l'automatisation, ni peut-être au niveau de l'équipe, parce que ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel on aurait pensé. Donc, le test de groupe va nous permettre d'obtenir ce genre de feedback. L'autre point que le test de groupe aussi permet d'obtenir, j'ai parlé de sensibilité en prenant l'exemple plutôt du monde du device, mais il y a aussi les sensibilités par rapport à ce que l'on voit. Le pixel perfect, par exemple, comme on l'appelle, donc vraiment être capable de voir des petits écarts de quelques pixels sur des objets qui peuvent gêner à l'œil. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça. Quand on fait un test de groupe, souvent il y a au moins une ou deux personnes qui participent, qui ont cette sensibilité-là. Ils vont nous mettre le doigt immédiatement sur ce genre de petits écarts que personne n'aurait vu au préalable. Et on obtient vraiment comme ça derrière un bénéfice. Tous les feedbacks qu'on récupère, on ne va peut-être pas tous les traiter, d'accord, en fonction du risque, en fonction du type de feedback. On va se poser, on va dire, bah oui, ceux-là, on les prend parce que ça va vraiment bonifier la fonctionnalité. Ceux-là, on va peut-être les prendre que plus tard ou pas du tout. Voilà. Mais au moins, tout ça, c'est du feedback qui est extrêmement précieux pour l'équipe. Et l'autre point que ça apporte aussi, c'est que ça donne vraiment un sentiment d'inclusion. Il n'y a pas plus fort quand on sort d'un test de groupe pour l'équipe d'avoir ce feedback. Quand il est super positif, ça donne vraiment une pêche d'enfer pour vraiment continuer à travailler et à améliorer la fonctionnalité. Voilà. Et pour ceux qui ont donné leur feedback, vu qu'ils n'ont pas baigné dans la construction de la fonctionnalité, ça leur donne en fait l'impression d'avoir donné leur pierre à l'édifice. Ils ont contribué finalement à faire en sorte qu'une fonctionnalité soit encore meilleure. Et tout ça, en fait, ça donne un sentiment d'inclusion, d'appartenance, de cohésion, en fait, entre les différentes Future Teams, finalement, qui est extrêmement riche, fort et intéressant. Le testeur, dans le test de groupe, où est-ce qu'il se situe ? Il est plutôt un animateur. Sur ce test de groupe, il va plutôt essayer vraiment d'être un facilitateur pour faire en sorte qu'il se passe bien. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple. Et là, je vous ai mis un exemple où la totalité de la R&D, c'était pour un lancement d'une grosse transformation dans le produit. Et on a fait un test de groupe avec la totalité de la R&D. Et là, on avait tous les testeurs qui étaient en animation de chaque groupe. On avait découpé ça en plus petits groupes pour obtenir un feedback sur justement cette nouvelle fonctionnalité qui avait une très grande valeur pour le produit et pour la société.
Alors, qu'est-ce que ça amène finalement chez nous dans notre contexte, pour le testeur, les compétences qui vont l'aider finalement à vivre dans cet écosystème-là? Moi, j'en ai retenu quelques-unes. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais j'ai essayé de prendre un peu de recul et j'ai retenu l'esprit critique. Il y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'échanges. Et en fait, l'esprit critique, pour moi, c'est notre capacité à poser des questions. Challenger. Moi, je challenge beaucoup. Bon, parfois, je suis un peu chiant d'ailleurs dans le challenge, mais voilà, c'est pas parce que mon futur master, par exemple, il arrive avec une idée en tête, avec un sujet en tête. Souvent, je vais poser beaucoup de questions sur pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça. Et pour moi, le testeur doit poser ce genre de questions pour justement légitimer toute la démarche intellectuelle qui va servir ensuite à construire la fonctionnalité. Mais les questions, c'est aussi se les poser sur les stratégies. Que lorsqu'on identifie une stratégie de test, un certain nombre de plans de test, un certain nombre de cas de test, se poser des questions entre nous testeurs de la pertinence de ce qu'on propose, ou avec les développeurs, la pertinence de l'architecture qu'ils proposent pour solutionner un problème, ou d'une solution technique qu'ils vont proposer. Voilà. Toutes les questions vont aider en fait à mieux comprendre comment ça va être fait, pourquoi on le fait, et ça va faciliter finalement derrière la testabilité du sujet. Autre compétence que je retiens pour être bien dans notre contexte, pareil, c'est tiré aussi par l'interaction entre les humains. C'est que, bien évidemment, on va devoir proposer nos idées, essayer d'être force de proposition, même être dans une logique d'insuffler nos idées, insuffler la qualité. Mais le leadership, pour moi, c'est pas juste proposer ses idées, partager ses idées, voire même parfois essayer de faire en sorte que ce soit elle qui remporte la bataille. C'est aussi accepter les idées des autres. Et je me rends compte avec le recul que souvent, une idée amène une question amène la réponse, qui amène une autre idée, et finalement, collectivement, on fait une sorte de mind mapping collectif, finalement, quand on y réfléchit, et ça permet d'arriver finalement aux meilleures idées. Et pour moi, la compétence de leadership, c'est être capable justement d'accepter que ce n'est pas forcément sa propre idée qui va être prise en compte, mais c'est de comment faire en sorte qu'on va finalement transcender les idées de chacun. Ça peut être la sienne, mais ça peut être celle des autres, pour en tirer finalement le meilleur. Pour notre écosystème, on a besoin d'une bonne connaissance de notre produit. En fait, ce que ça tire réellement comme compétence, c'est plutôt la capacité d'apprentissage. Notre produit évolue très vite. Et donc, ce n'est pas facile d'une future team à une autre de toujours être à jour de ce que font les autres équipes et des impacts que ça peut avoir chez nous. On a la chance, c'est qu'on construit Klaxoon avec notre propre outil, avec Klaxoon. C'est-à-dire qu'on l'utilise au quotidien. Donc, en général, on découvre quand même assez vite les nouveautés des autres. Et puis ensuite, on a des communications internes aussi qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va arriver dans le produit par les autres équipes pour rester à jour. Mais ce n'est pas parce qu'on sait que ça arrive qu'on sait comment ça fonctionne. Donc, à un moment donné, on sera peut-être amené à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et là, il va y avoir une capacité d'apprentissage qui va se mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est une compétence qui est extrêmement clé de notre côté. Et enfin, pour toutes les compétences un peu hard, moi, je reste persuadé qu'en contexte agile, avoir un minimum d'appétence technique est vraiment de l'indispensable. Dans le sens où on a du test automatisé. D'accord ? Donc déjà, en général, le test automatisé tire plutôt un langage de programmation. Donc un minimum d'appétence technique pour rentrer dans un langage de programmation, ça va être quasi inévitable. Ensuite, on va discuter avec des ops, on va discuter avec des devs. Ils ont leur monde à eux, ils ont leur monde technique à eux. Ne pas comprendre un minimum ce qui se dit dans leur langage, dans leur monde, ne pas essayer de rentrer dans leur monde, va complexifier et va nous faire forcément, il va y avoir une perte en ligne derrière. Donc avoir un minimum d'appétence technique va permettre aux testeurs de plus facilement, finalement, dialoguer avec ses autres corps de métier, et ça va lui permettre de voir peut-être des risques là où la personne côté ops n'en avait peut-être pas vu, parce qu'il n'avait pas le prisme du testing, mais il avait le prisme par contre de son niveau technique. Il va pouvoir dialoguer avec lui. La réunion des deux va permettre peut-être de voir des risques sur son domaine grâce au testeur. Donc les appétences techniques pour moi sont importantes dans ce biais-là. Et enfin, en termes de
compétences, pour moi, il y a aussi des compétences humaines qu'il faut mettre en œuvre. J'en ai sélectionné 5 parce qu'il y a pas mal de compétences humaines qu'on pourrait vraiment sortir, mais le sens du collectif. Donc, ce que j'entends par le sens du collectif, c'est comme on a beaucoup d'échanges, j'ai parlé de leadership avant, mais le sens du collectif, c'est pas que du leadership, c'est aussi être capable d'aller aider les gens. Je fais partie d'une future team, mais l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se rendre disponible parfois lorsque, de manière transversale, un autre testeur a un souci, a une problématique, a une demande, c'est être capable de sortir de son petit quotidien et d'aller l'aider. Le sens du collectif, c'est de se dire que, une nouvelle personne dans l'équipe démarre, que ce soit un dev, un neuf, peu importe son rôle finalement, si on peut lui apporter quelque chose, c'est de se rendre disponible pour l'accompagner. Donc le collectif, c'est aussi ça pour moi. C'est vraiment important d'avoir ce sens-là, puisque c'est bien vraiment en s'aidant les uns les autres qu'on arrive à faire du mieux derrière. La communication, donc là, ça paraît classique, on l'a souvent dans le monde du test. En contexte agile, ça se traduit à peu près pareil que dans les autres contextes. Savoir communiquer, essayer d'être vigilant sur une communication positive. J'en suis un très bon exemple parce que ça m'arrive encore aujourd'hui de ne pas tourner mes phrases positivement. Donc voilà, ça se travaille. Mais c'est important justement de travailler ces compétences-là pour être vraiment dans les meilleures communications et essayer de faire passer son message de la meilleure manière qui soit. L'adaptabilité, qu'est-ce qui se cache pour moi derrière l'adaptabilité? C'est la capacité à changer en fait assez rapidement de mindset. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est prenez l'exemple de on est en train de construire une fonctionnalité, on est vraiment à fond dedans, et puis finalement, au moment de la démonstration, voilà, ça fait 3 jours qu'on bosse tous dessus, au moment de la démonstration, notre futur master et éventuellement au-dessus, Mathieu, le patron, dit c'est pas ce qu'ils attendent. C'est pas comme ça qu'ils voyaient en tout cas ce résultat-là. Et là, on change complètement de façon de faire. L'adaptabilité, c'est être capable justement d'accepter qu'on laisse de côté ce qu'on a fait, voire même que ça part à la poubelle. C'est peut-être un peu dur des fois à dire, mais voilà, ça part juste à la poubelle. Et on recommence, et on fait différemment, et on fait mieux. Voilà. C'est une propre même de l'agilité, en fait, hein, de faire des choses et parfois juste de les jeter ou de les modifier. Et au début, c'est pas forcément toujours facile d'accepter en fait que ce qu'on vient de faire, on le jette. Donc l'adaptabilité, c'est ça pour moi. Le pragmatisme, c'est pour faire le petit lien avec ce que j'ai dit au tout début et avec le monde de l'agilité. Les interactions avec les humains plus que les processus et les outils, le pragmatisme, en fait, il se situe là. On a des process, on a des outils, mais parfois, on accepte, l'équipe accepte de dire là, on ne va pas suivre ce que l'on fait d'habitude. On va prendre des raccourcis, on l'assume, on en identifie les risques, on va être juste pragmatique, puisque là, on a un enjeu très fort business, par exemple, qui va nous obliger à être pragmatique, et on va y aller. On va le prendre, ce risque-là. Mais on va le prendre collectivement. Ce n'est pas moi tout seul dans mon coin, je décide de ne pas suivre le process parce que le process ne me plaît pas. Non, ce n'est pas ça. C'est collectivement, on va prendre vraiment le parti pris de dire on va faire différemment. Voilà. Le pragmatisme, c'est aussi accepter derrière, quand on prend ce genre de décision, de parfois se tromper. Ça, c'est pas grave, on verra en rétro sur pourquoi on s'est trompé, pourquoi collectivement on s'est loupé. Et on en tirera les bons enseignements. Mais il ne faut pas s'empêcher d'être pragmatique par peur de juste il faut suivre le process et il faut le suivre bêtement, ou par peur de se tromper. C'est pas grave de se tromper. Ça arrive et ça arrivera encore. Et ça nous arrive à tous. Et enfin, la dernière compétence humaine que j'ai retenue, c'est la curiosité. Moi, je suis plutôt de nature très curieuse, mais les testeurs qui sont chez Klaxoon sont aussi plutôt de nature curieuse. Je vais reprendre l'exemple tout à l'heure. Imaginons on a juste des appétences techniques ou très finement d'appétences techniques. Et quand le monde des développeurs, par exemple, va parler d'un nouvel outil qui permettrait peut-être de faire des tests d'une certaine façon, si on n'est pas un minimum curieux, par exemple, pour s'intéresser à cet outil, pour
pour écouter finalement ce que le développeur a à dire, aller voir peut-être, se documenter, peut-être même travailler en binôme sur un POC dessus, tout ça, c'est tiré par de la curiosité. Si on n'est pas curieux, on ne va pas avoir l'envie d'y aller. Ou en communauté de test, quand un testeur apporte un nouveau sujet ou une nouvelle méthode, une nouvelle pratique qu'il aimerait expérimenter, si on n'est pas un minimum curieux de savoir ce qui se cache derrière pour avoir envie d'essayer, de se tromper ou au contraire d'y arriver et de dire bah, maintenant j'en aimerais la présenter aux autres, tout ça pour moi c'est tiré par la curiosité. Donc, voilà à peu près les compétences humaines que moi j'ai retenues entre guillemets qui me semblent être importantes dans notre contexte. Donc je vous l'ai dit, on a essayé de trouver la place du testeur au sein de la Future Team et en transverse depuis un peu plus de 2 ans. Cette transformation, on l'a faite un peu au fil de l'eau, pas à pas. C'est pas quelque chose qui s'est fait, voilà, on a claqué des doigts et boum, l'idée magique et ça tombe dedans. Non, en fait, ça s'est construit de manière agile, tout simplement, par petits incréments. Et puis, il y avait des choses qui fonctionnaient bien, des choses qui fonctionnaient moins bien, mais ça s'est construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on peut en tirer quand même quelques bénéfices. Le premier, c'est notre capacité à livrer vite et souvent. Alors, le vite, par exemple, ça peut être des fois une demande d'évolution du produit qui arrive le matin et le soir, en fait, c'est en production. Voilà, donc ce n'est pas forcément un gros sujet, évidemment. Sur une journée, ça paraît peu réaliste de faire tout un changement fonctionnel, mais des fois, c'est des petits changements, des petits ajouts, et on est tout à fait en capacité de faire ça de manière vite et de qualité. Souvent, on est capable de réitérer en fait ce que je viens de vous dire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En fait, on livre au fil de l'eau. Donc, du coup, cette capacité à livrer au fil de l'eau fait que l'équipe est extrêmement confiante à chaque fois sur ce qu'on livre, puisqu'on a tous construit exactement ce qu'il fallait au moment où il fallait pour le sortir au moment opportun. L'autre bénéfice, vous l'avez sûrement compris dans mon discours, c'est vraiment cette cohésion d'équipe. C'est extrêmement fort de travailler dans un contexte où on est presque en zone de confort, c'est-à-dire dans le sens où si individuellement on se trompe, on n'est pas la personne qui est pointée du doigt sur l'erreur. Lorsqu'en général on se trompe, au contraire, on se fait accompagner, on se fait aider par l'équipe et on essaie de comprendre pourquoi en fait on est arrivé à une erreur. Et en général, l'erreur, elle est rarement individuelle, quand on se loupe, c'est plutôt en général collectivement. Et là, pareil, la cohésion d'équipe, elle se voit dans les solutions qui se dégagent. C'est pas machin a loupé ceci ou machine a loupé cela. C'est bien nous, équipe, on va faire différemment pour la prochaine fois. Là, on pense qu'on s'est loupé à tel endroit. Voilà. On va vraiment toujours raisonner en nous ou en on et rarement en je finalement. Et en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est extrêmement confortable de travailler comme ça. Ça donne vraiment envie au jour le jour de travailler avec ses collègues. Et voilà, moi, ça me donne la banane tous les jours. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai plutôt toujours tendance à l'avoir, la banane, justement. Peut-être un peu trop des fois, mais voilà. Et enfin, autonomie du testeur. Je vais prendre mon propre exemple. Encore une fois, je ne sais pas si les collègues à moi sont là ce soir et vont témoigner, mais moi, depuis un peu plus de 2 ans que je suis chez Klaxoon, j'ai jamais autant appris sur des domaines que je maîtrisais moins, et même sur mon métier de testeur. Tester en contexte agile, par rapport à ce que j'avais plutôt tendance à faire auparavant, m'a énormément challengé sur mon métier. Ça m'a poussé à aller voir d'autres sentiers. Donc, il y a le sentier de l'ISTQB, c'est plutôt mon parcours d'apprentissage. Aujourd'hui, je prends beaucoup de recul aussi sur cet aspect dogmatique, notamment avec les approches RST de Jess Back et Michael Bolton, ou encore le modern testing d'Alan Page et de son acolyte, dont j'arrive jamais à citer le nom. Mais cette autonomie-là, même sur mon métier, ça m'a permis moi de prendre beaucoup de recul. Et après, les autres compétences aussi sur lesquelles je suis monté en autonomie, c'est tout ce qui est le monde du dev, le monde des ops. J'ai appris à monter une CI from scratch finalement pour notre framework d'automatisation grâce en fait aux échanges que je pouvais avoir avec les ops. Mais c'est pas eux qui l'ont fait pour moi au final, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est extrêmement aussi intéressant parce qu'on gagne en valeur, et on se sent beaucoup plus utile finalement en montant en autonomie que simplement de toujours déléguer aux autres.
et ça facilite après aussi la communication. Pour autant, on a quand même aussi encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, on continue de grossir, donc ça nous oblige aussi à réfléchir à comment on continue, avec ce produit qui continue de grossir, avec les équipes qui continuent de grossir, comment on continue à correctement délivrer. Et 2 points clés, c'est renforcer encore plus notre collaboration. Aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges, mais en sortie des échanges, on a encore tendance plutôt à faire une répartition par rôle des tâches. Le testeur, même s'il y a de l'exécution de test qui se fait par les devs, par exemple, sur l'aspect quand même, faire les stratégies de test, c'est quand même plus souvent le testeur que les développeurs. Et sur l'aspect automatisation des tests de bout en bout, c'est plus souvent le testeur que le développeur Future Master. D'accord ? Là, on essaye de travailler justement pour faire en sorte que n'importe quelle personne dans l'équipe puisse prendre ce type d'activité. Donc ça se travaille. Ça va nous obliger à peut-être à faire la co-rédaction des scripts Gherkin, parce qu'on est en Gherkin pour la partie test auto, au niveau de la description du cas test. Peut-être co-rédaction avec l'équipe dev plus future team pour le Gherkin, et puis peut-être co-rédaction ou du peering dev tester pour la partie script de test pur. Voilà, ce genre d'aspect-là, on aimerait aller un peu plus loin. Et augmenter notre industrialisation, ça découle immédiatement en fait de l'autre volet. C'est qu'on a encore beaucoup de parts de tests en manuel, on fait beaucoup de tests exploratoires donc manuels. On aimerait avoir une couverture d'automatisation un peu plus enrichie. Donc voilà, et ça va être tiré finalement par la collaboration juste avant. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais pouvoir prendre les questions. Alors, les questions doivent être en haut. Hop. Alors, la première est de Thomas. Tu briefes les testeurs avant les tests de groupe, présentation d'une charte de test de persona où tu laisses les participants explorer. Ça va dépendre du test de groupe. Honnêtement, Thomas, il y a des tests de groupe qui sont parfois très cadrés parce que c'est le contexte, le sujet qui le veut. Par exemple, un test de groupe de cadrage, c'est vrai que je l'ai parlé d'un point de fonctionnalité. Des fois, on fait test de groupe quand il y a des montées de version de librairie technique. C'est un très bon moyen quand une librairie technique est un peu dans tout l'applicatif. Pour casser la combinatoire, pour casser l'effort de test, un test de groupe est un bon moyen pour le faire. Là, on va être plutôt assez cadré sur qu'est-ce que l'on veut voir. À l'inverse, quand des fois c'est une nouvelle fonctionnalité, on va peut-être laisser un peu plus, on va même laisser plus de liberté aux gens pour aller jouer avec. Tout en ayant un cadre, mais on va laisser quand même pas mal de jeux. Après, nous, on est sur un outil collaboratif, donc souvent, ce n'est pas une personne qui joue tout seul dans son coin, souvent on joue tous ensemble en fait, au même sujet, et c'est en jouant ensemble au même sujet qu'on voit des choses. Aurélien, comment le testeur dans ce rôle documente ses tests dans un temps si court? Alors ça dépend de ce qu'on appelle documenter, mais j'ai fait une présentation à la Paris TestConf sur comment on gère effectivement la partie testing. Si Daphné est encore là, la vidéo sera pertinente quand elle va sortir. Je te mets un peu de pression, Daphné. Comment on documente? En fait, nous, on ne documente pas. On part du principe que ce que l'on construit à un instant T, c'est-à-dire tout ce qui va nous servir de matière première pour construire une nouvelle fonctionnalité, les US, les exemples issus de l'exemple mapping, la partie plan de test qui va nous servir à valider cette US, on considère que c'est du jetable. C'est du one-shot, c'est là à un instant T. Et comme le produit évolue très vite, finalement, la capitalisation qui est tirée derrière, elle est très vite obsolète aussi. On est en agile, on décide de mettre la valeur là où il faut la mettre. Aujourd'hui, l'aspect documentation n'est pas encore, je ne dis pas que ça ne sera pas demain, mais n'est pas encore complètement en fait un besoin que l'on adresse, qu'on a besoin d'adresser. J'espère que ça répond à la question d'Aurélien. J'ai l'impression qu'elle a apparu 2 fois la question d'Aurélien. Ou ça en était une autre. Ah non, c'est bien, elle est remontée en haut à cause des likes. Du coup, je réponds à ta deuxième question, Aurélien. Comment se passe l'estimation des efforts de test pour un sprint? Estimation des efforts. J'ai failli répondre, on ne fait pas d'estimation d'efforts. Ce n'est pas complètement vrai. La notion d'estimation, elle est extrêmement relative. Je ne veux pas dire qu'on est dans le no estimate
parce que ça arrive parfois qu'on estime, notamment lorsqu'il y a des enjeux marketing avec des échéances business qui sont positionnés, mais on va plutôt réfléchir en termes de découpage et priorité. Et donc, c'est le MVP finalement qui va être travaillé pour répondre à l'échéance. On ne va pas plutôt se dire c'est tout ça qu'on doit faire pour telle date, on va plutôt regarder qu'est-ce que l'on peut faire pour telle date. Et en fonction de la satisfaction de la réunion des deux informations, eh ben, on retravaille. Soit la date, elle doit décaler parce qu'effectivement, d'un point de vue produit, ce qui peut rentrer dedans n'est pas suffisant et donc la date va décaler. Et là, c'est l'échange qu'il va y avoir entre l'équipe, le future master, et le future master, lui, va porter cette information-là plus haut. Et là, on va être d'en trouver la bonne solution. La bonne solution, ça peut être aussi de partager les efforts avec d'autres futures teams. Plutôt que ce soit juste une future team, si on estime que ce sujet-là a le plus de valeur que d'autres choses, bah, il va peut-être y avoir un partage d'efforts et du coup, on va gérer ça comme ça. J'espère que je réponds à ta question, Aurélia. Autre question de Thomas. Tu auras un exemple de choses que vous avez expérimentées, que vous avez laissées de côté? Alors, on en a eu, mais de là... Alors, donner des vrais exemples, je ne pourrais pas parce qu'au niveau du produit, je tomberais sur le coup de la confidentialité. Mais ça arrive, par exemple, si je donne un exemple de choses qui peuvent être mises de côté, c'est par exemple des sujets de pur UX, pur UX UI, c'est-à-dire que le fonctionnel ne change pas, l'intention métier ne change pas, par contre la manière dont on va l'animer ou la donner à l'utilisateur, il va y avoir des tests qui vont être menés. Donc ça va peut-être passer d'abord dans un premier temps, ce qui a été prévu c'était via un bouton, puis le coup d'après finalement c'est via peut-être un lien, puis celui d'après finalement on se dit bah non, il faut un accompagnement beaucoup plus fort, finalement il y aura peut-être une modale à part entière pour adresser le sujet, ça peut être ce genre de choses. Mais du coup toutes les choses qui sont développées, démontrées et qui ne sont pas retenues, bah, en fait ça part à la poubelle entre guillemets quoi, pour se concentrer que sur ce qu'on a gardé. Alors, c'est pas facile de s'y repérer dans les questions parce qu'il y a les likes qui tombent et les questions remontent. Bump. Test de groupe égale explorative testing. Oui et non, Aurélien. On fait que du test exploratoire chez nous. D'accord. Donc le test exploratoire peut être fait soit par le testeur individuellement, soit par les développeurs quand c'est qui passent dessus. Voilà. Et le test de groupe est une forme de test exploratoire, effectivement, mais collectivement. Vous vous formez aux soft skills? Si oui, comment? Si j'ai envie de te dire, au quotidien, dans notre expérience et par la pratique, qu'est-ce que c'est vraiment se former? Pas sûr. Non, je n'ai pas vraiment de réponse, Thomas, à cette question. Je dirais que c'est plus dans le quotidien, dans l'expérience, dans les échanges, en fait. Notre manager, si, à la limite, ce que je peux te dire, c'est que notre manager agile, notre team master, nous accompagne beaucoup tous individuellement pour justement identifier les améliorations, les axes d'amélioration et essayer de les travailler au quotidien. On peut dire qu'on le travaille par ce biais-là. Question de Marie-Emmanuel. Pas de preuve de test sauvegardée. En fait, dans notre contexte, on n'en a pas besoin. Mais je comprends ta question. Pour avoir travaillé dans le domaine du médical, effectivement, on avait besoin d'avoir des preuves de test. Et quand on a ce type de besoin, ça tire forcément d'autres problématiques en termes de capitalisation. Nous, dans notre contexte, on n'en a pas besoin. D'accord, on a la chance de construire un produit et finalement, le seul feedback qu'on a, c'est qui nous intéresse, finalement, c'est celui de l'utilisateur. D'accord, donc on n'a pas de réglementaire qui nous oblige à avoir telle preuve de ceci ou telle preuve de cela. Quelque part, c'est un certain confort d'évoluer comme ça. Nouvelle question d'Aurélien. Quels sont vos challenges à convaincre les équipes à introduire le QA dans leur processus? Même chose pour le management, facile à convaincre. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Si la question, c'est de savoir pourquoi, du coup, avons-nous des QA dans les équipes, c'est parce que, en fait, depuis le début, donc le management inclus, puisque c'est eux qui ont insufflé la dynamique avant que j'arrive, ils m'ont recruté aussi pour ça, pour rentrer dans cette dynamique-là.
on est intimement persuadé que même si les développeurs vont participer à l'effort qualité, les états d'esprit entre développeurs-testeurs sont complémentaires. Et c'est bien la réunion de ces différents états d'esprit qui va permettre de collectivement définir le bon niveau de qualité à atteindre et de comment on va l'atteindre. Donc, à mon sens, le QA reste important dans une équipe agile. Ouais, donc c'était bien le sens de ta question, effectivement, Aurélien, je l'ai bien compris. Oui, effectivement, il y en a qui pensent que les développeurs peuvent tout tester. Moi, je pense que, alors, sur certains produits, peut-être, des produits très techniques, peut-être. Nous, on est sur un produit qui se manipule par des humains pour des humains, et pour faire du collaboratif, ça serait un peu bizarre de se dire que seuls des développeurs peuvent qualifier ça, alors que finalement, c'est toute personne qui collabore pour fabriquer quelque chose qui sont à même de faire du feedback. Donc, que ce soit le testeur, le future master, le team master, finalement, toute personne est capable de faire du feedback. Donc le QA reste important, à mon sens. Question d'Alexandra. Quelle est la durée d'un test de groupe et comment sont traités les feedbacks? La durée va dépendre du sujet, mais ma préco, c'est sur un test de groupe, je me rends compte que passé 1 heure, on commence à avoir de la perte en ligne sur l'attention, à se disperser. Donc, je dirais maximum 1h30 si vraiment le sujet est un peu gros. J'ai plutôt tendance maintenant, moi, à privilégier à découper en plusieurs tests de groupe si je vois que le sujet est trop gros, plutôt que de vouloir absolument avoir une grande plage, parce qu'au final, on a de la perte en ligne. Et la deuxième partie de ta question est intéressante, c'est sur les feedbacks. Plus c'est du long, plus on a de feedback. Mais plus on a de feedback, plus il faut les traiter. Donc c'est bien d'avoir du feedback, mais il faut savoir aussi être mesuré. Parce que si on veut dire des choses, si on veut trouver des choses, on pourra toujours dire quelque chose sur une fonctionnalité. Donc ouais, 1 heure, c'est bien. Une demi-heure, 1 heure, c'est bien, je pense. Et pour les feedbacks, comment on les traite? Après, on les revoit en équipe, en fait. On les regarde en équipe, on essaie de distinguer ce qui peut être vraiment de l'ordre de la pure anomalie, parce qu'on l'a juste loupé. Voilà, ça arrive. On regarde si elle doit être priorisée. Et puis pour les autres, ça va être plutôt une réflexion avec le future master. Des fois, il va dire ça, je ne prends pas parce qu'on en a déjà discuté et on avait déjà décidé qu'on faisait comme ça, qu'on acceptait ce risque d'usage-là. Et puis il y en a d'autres où il va plutôt essayer de voir comment on peut le prendre en considération, soit immédiatement, soit plus tard. Question de Christophe. Comment as-tu fait naître le sens du collectif? C'est intéressant comme question. Je ne sais pas si j'arriverai à exprimer en fait le comment. Je dirais que déjà, il y a notre management qui est dans cet esprit-là. Notre patron même, en fait, Mathieu, est dans cet esprit-là, du collectif. Donc déjà, je ne sais pas ce qu'on veut dire, que c'est une valeur de l'entreprise, d'être dans cet état d'esprit du collectif. Et ensuite, moi, au niveau plus personnel, je pense que ça fait partie de ma nature aussi d'être dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Donc je pense que tout ça, ça facilite en fait à avoir du collectif. C'est très très rare, il faut vraiment que je sois très fatigué pour que j'envoie quelqu'un bouler s'il me pose une question. Ça peut arriver, on reste humain, mais c'est extrêmement rare. En général, je suis plutôt vraiment disponible. Et ça, je pense que ça aide le sens collectif. Et globalement, tous les testeurs, du coup, sont dans le même état d'esprit. Donc finalement, on est tous en train de se tirer les uns les autres, et ça donne du collectif. Et c'est pareil avec l'équipe, avec les développeurs. On a tendance plutôt à s'épauler les uns les autres, et je pense que tout ça, ça tire les gens vers le haut, quoi. J'espère que je réponds bien à ta question, Christophe. C'était ça le sens de ta question. Quel indicateur d'activité avez-vous choisi pour évaluer votre performance d'équipe? Julien, je ne sais pas si je suis un peu borderline au niveau temps, n'hésite pas à me couper, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je dépile. Alors, pour répondre à cette question, c'est une bonne question. Moi, à mon niveau, je ne me préoccupe pas trop d'évaluer la performance de l'équipe. Ouais, excuse-moi. Effectivement, comme c'est le dernier à présenter, si tu dérapes un peu, c'est pas grave. Hein. Ouais, voilà. Je préfère que tu me dises, on ne sait jamais. Ouais. Ok. Je réponds à la question, du coup, je vais essayer de répondre. Moi, à mon niveau, je ne regarde pas trop l'évaluation de la performance de l'équipe, pour être tout à fait honnête.
je fais partie de l'équipe et cette prise de recul-là, je ne suis pas sûr que je l'ai aujourd'hui. En tout cas, je ne me suis pas posé la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre manager de l'équipe et le management essayent de voir effectivement comment les équipes peuvent être performantes. Peut-être pendant nos rétros, où on essaie de prendre du recul collectivement sur la performance collective que l'on peut avoir, mais ça passe plutôt par quelque chose qu'on a réussi ou quelque chose qu'on a moins bien réussi. C'est plutôt par ce prisme-là. On ne va pas forcément essayer de mettre un indicateur. Donc du coup, ça va rester très subjectif, à mon niveau en tout cas. Les spécifications sont jetables. OK, mais quand tu as quand même un testware, un framework de test, un plan de test où tu as juste l'aide dans l'appli comme capitalisation utilisateur égale le mode d'emploi de l'application. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Tu as un testware, un framework de test. Alors, ça dépend ce qu'on appelle un framework de test, mais si la question est de savoir est-ce qu'on a un ALM ou quelque chose du genre, la réponse est non. On a choisi volontairement de ne pas avoir d'ALM. Le plan de test, en agilité, il va être extrêmement réduit, puisque ça ne sera pas un document Word chez nous. Nous, on fait tout, comme je l'ai dit juste avant, on fait tout avec Klaxoon. Donc là, je vous renverrai vers la présentation que j'ai faite à la ParisTestConf sur comment on utilise le management visuel justement pour construire toutes ces activités de test. Mais le plan de test chez nous, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de gros mind mapping finalement qu'est-ce qu'on va vouloir tester et quels risques on va vouloir finalement adresser au moment où on va faire les sessions de test exploratoires. Donc finalement, la capitalisation par rapport à ça, elle est très contextuelle finalement au périmètre qui est en cours de test. Et le mode d'emploi de l'application Klaxoon, bah ça rejoint en fait une des compétences que j'ai citées juste avant, à savoir que comme on essaye d'avoir toujours une bonne connaissance du produit, on n'a pas besoin du mode d'emploi en fait. Si on a une question, on sait à quel testeur en fait avait demandé, on sait à quelle équipe allait demander. On a la réponse en général dans les 5 minutes qui suivent, toujours par cette force du collectif en fait. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, on a toutes les réponses à nos questions entre nous. Donc on n'a pas besoin d'avoir un mode d'emploi derrière. Tes jeux de données sont bien spécifiés avant le dev, voire la définition of read ou pendant le sprint. Alors, je n'ai pas la même problématique que Mimoun pour les jeux de données. Pour faire le parallèle avec la première conf, vu que c'est notre propre produit, on a beaucoup plus de facilité à construire les données. Et est-ce qu'elles sont bien spécifiées? Oui. En fait, au moment où on réfléchit à une nouvelle fonctionnalité, quand notre futur master nous la présente, il va y avoir tout un ensemble d'échanges, de questions-réponses, et ensuite on va souvent faire un exemple mapping. C'est là qu'on va tirer un peu les personas qui vont être concernés en fait par la fonctionnalité. Le persona va tirer derrière ensuite le besoin en jeu de données. Mais le besoin en jeu de données, il n'est pas d'une grande complexité. Il maîtrise complètement tous les tenants et les aboutissants dans l'outil. Donc du coup, ça nous facilite la tâche. Question d'Adrien. Sur le test de groupe, j'imagine ici, vu comme du test exploratoire, quel type de support est utilisé pour la scénarisation de la science et le partage des résultats? Je rencontre souvent ce souci de ne pas trouver la plateforme de test exploratoire adaptée à ce genre de rituel. Là, je suis un peu embêté parce que je vais répondre en faisant de la pub. Ce n'est pas forcément le but de la présentation, mais en fait, on utilise Klaxoon. On fait un outil justement de collaboration. On utilise notre propre outil de collaboration pour supporter en fait ces sessions de tests exploratoires, qu'elles soient individuelles ou collectives. Voilà, on utilise un paperboard blanc. Si tu n'as pas ce genre d'outil, toi, ce que tu peux faire, c'est avoir un paperboard physique. Alors bon, ok, en ce moment, le physique, c'est un peu compliqué, mais si vous êtes en présentiel, rien ne vous empêche d'avoir un board sur lequel chacun met son post-it avec le feedback qu'il a envie de remonter au fur et à mesure où il voit des choses, quoi. Par exemple. Question alors je ne sais pas si c'est Patrice ou Robert, du coup. De Patrice Robert, les tests de groupe sont en présentiel ou en remote? Ils étaient en présentiel, et puis depuis 8 mois, ils se font en remote. Voilà. Et on a appris du coup à les faire en remote, on a appris à utiliser la visio. Ça ne se fait pas de la même manière. En termes d'animation, je peux faire un feedback. On ne prépare pas et on n'anime pas en présentiel comme on anime en remote. Ça, c'est certain.
Donc, ça demande un peu de préparation en amont, mais les deux sont faisables. Question de Luc, tu as parlé de manager agile à propos des team masters. Quel est le rôle de ce manager? Faire grandir, évaluer la performance, gérer la carrière, etc. Y a-t-il une notion de responsable hiérarchique des membres de l'équipe? Alors, au sein de l'équipe, il n'y a pas de responsable hiérarchique, sauf pour notre manager agile. Notre manager agile est celui vraiment qui nous suit. Donc, qui nous suit au niveau carrière, qui va nous suivre dans l'intégration au sein de Klaxoon pour un nouvel arrivant, par exemple. C'est vraiment notre point d'entrée pour tout ce qui va être point d'entrée RH ou ce genre de choses. D'accord? Donc c'est vraiment lui. Si je devais citer un responsable hiérarchique, c'est lui, au sens pur processus du terme. Dans les faits, pour être tout à fait franc, Seb, si tu regardes, je ne le vois pas comme mon responsable dans le sens où on a une très grande complexité et on est capable de vraiment se dire correctement les choses. Donc du coup, ça facilite grandement en fait la communication, de l'avoir en fait au quotidien dans l'équipe. Il n'y a pas cette barrière de t'es mon responsable, mais en plus tu ne vis pas mon quotidien, il vit mon quotidien. Donc, du coup, ça facilite grandement finalement ces échanges-là. Mais ça reste techniquement parlant mon responsable hiérarchique, ce manager agile. Quels sont vos outils de test pour automatiser, pour gérer l'éventuel patrimoine des tests auto? Aujourd'hui, en outil de test auto, nous, on a fait le parti pris d'aller vers Test Café. Donc, qui nous permet, alors, c'est pas que Test Café, mais on fait du Gherkin Cucumber pour la partie future, donc en Gherkin. Et derrière, on plug soit du test café pour la partie pure scénario test et UI, soit des librairies en Node.js qui permettent de faire de l'API. Et au sein d'un même framework, on peut mélanger en fait de l'API et de l'UI. Et ça facilite grandement en fait le partage avec les développeurs, puisque finalement le JavaScript est un langage quand même qui est quand même plus facile à rentrer dedans que d'autres langages plus spécifiques, comme le Python par exemple. Donc c'est ce qu'on a fait comme choix et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je ne dis pas que tout est parfait, il y a quelques petites limitations dans l'outil quand même, mais je crois qu'ils ont tous des limitations globalement et là, ça fonctionne plutôt pas mal. Quel profil ont vos testeurs? Juste automatiseur, test manager, test manuel? Les trois. Les trois en fait, dans le sens où en fait ils n'ont pas un rôle particulier, c'est pas des rôles, en termes de profil, c'est plutôt une réunion de compétences. Et effectivement, il y a des compétences de management du test, pas au sens où je manage des gens, mais au sens où je manage le métier du test derrière. Il y a des compétences d'automatisation, puisqu'on en a, donc plutôt des compétences de développement derrière, finalement. Et il y a des compétences de pure testing, donc au sens tâche, à savoir quand on définit finalement ce plan de test en mode mind mapping, en mode management visuel, derrière, ça tire quand même des compétences pure conception de testing. Savoir comment casser une combinatoire, ça, c'est pas un outil de management visuel qui va vous le faire. C'est bien une compétence parce que vous savez faire du pairwise, vous savez utiliser des outils qui pourraient vous permettre de faire du pairwise, et c'est le résultat qui vous intéresse. Ça fait partie de la compétence test, donc les testeurs ont aussi cette compétence-là. Jeter des choses, non, c'est plutôt gagner un retour d'expérience qui servira à adapter et à améliorer. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai. Oui, alors quand je dis jeter des choses, effectivement, c'est extrêmement pertinent, Idriss. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que parfois, certaines personnes ont du mal à accepter en fait de laisser de côté quelque chose pour aller vers autre chose. Et c'est bien dans cet état d'esprit-là que j'ai utilisé ce terme « jeter des choses », mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est on ne jette pas, c'est on a appris d'une chose qu'on a faite et qu'on a estimé finalement qui n'était peut-être pas la meilleure. Et donc, du coup, on décide de changer. Je suis complètement en phase avec toi. Et je suis d'accord que se tromper, ça fait partie des choses très utiles. Question d'après Jérôme, quel framework de test automatique? J'y ai répondu, du coup, c'est Test Café. Donc, je passe à la question suivante de Merle. Pour compléter la qualité, comment utilisez-vous les outils d'analyse de qualimétrie? Quelle proportion des analyses automatiques prenez-vous en compte?
Sur la calimétrie, c'est une bonne question. Ça fait d'une partie de nos axes d'amélioration. Après, ça dépend ce qu'on met derrière calimétrie exactement, mais si c'est tout ce qui est analyse statique, notamment sur le code, on a des choses qui permettent justement donc, tout un ensemble d'analyses sur le lint, sur des règles de codage qu'on ne veut pas casser. Donc ça, il y a bien sûr des choses là-dessus. Après, si c'est sur tout ce qui est analyse dynamique, donc je pense notamment à tout ce qui est couverture des instructions, de décisions, conditions, tout ça. Aujourd'hui, il y en a un petit peu, mais c'est plutôt à chaque future team en fait, d'identifier ce qui va lui apporter de la valeur. Et c'est elles qui vont vraiment mettre en place ce dont elles ont besoin par rapport à ça. Voilà. Après, il y a les ops qui, eux, ont leur propre calimétrie, mais sur vraiment le bon fonctionnement de la plateforme en conditions opérationnelles. Donc, eux, ils ont une vision plus large de ce qui se passe. Et quelle proportion... Ah, j'ai pas vu la fin de la question, tant pis. Et merci pour cette présentation super riche. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre le test de groupe et la revue qu'on fait dans les projets en cycle en V? C'est une bonne question dans le sens... Par contre, ça mériterait de préciser ce qu'est une revue qu'on fait dans les projets en cycle en V. Parce que pour moi, la revue peut se faire, quelle que soit la typologie de projet, V ou Agile. Si on se réfère à la revue au sens ISTQB, j'ai du mal à voir le sens en fait, de ce qu'est une revue projet. Si Brahim veut bien préciser éventuellement, s'il est encore là. Sinon, je vais rester là. Je ne vais pas savoir répondre précisément à la question du coup, Brahim, sans plus de précision. Non, bah tant pis. On a fini les questions, Julien. Je vais pouvoir te rendre la main. Ok, super. Bon, bah écoute, hein, le nom de la soirée porte bien son nom, soirée du test. Hein, on termine à peu près dans les horaires, donc c'est super. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, donc ça prouve un petit peu l'intérêt des présentations qui étaient assez variées en fait. Hein. Donc on voit bien que ce métier du test et de la qualité logicielle en fait est de plus en plus transverse dans les équipes, à des domaines d'intervention de plus en plus larges. Sur l'agilité, sur comment travailler ensemble, les soft skills, la technique. Donc c'est vrai que quand on veut être un bon testeur agile, il faut être un peu un magicien et avoir plein de cordes à son arc. Mais bon, évidemment, on va retrouver plein de familles de testeurs, de test analystes différentes. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du métier et l'intérêt du métier pour les jeunes qui veulent rejoindre un petit peu ce métier. Je vous remercie à tous de votre temps. Donc demain, 17h, dernière soirée. Donc elle sera animée par Frédéric Sandi Capillo, qui animera la soirée. Et vous pourrez tous accéder un petit peu aux vidéos, aux supports sur les chaînes YouTube de Telecom Valley, sur les dossiers thématiques d'All for Test. On essaie de reprendre, comme je vous l'ai dit, tout le matériel un petit peu en termes de vidéos et d'articles. Et n'hésitez pas à échanger un petit peu ces supports entre vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera on va continuer les webinars tous les 2 mois l'année prochaine sur la commission test et qualité. Donc, c'est entre midi et 2. Donc là, ce ne sera pas les soirées, ce sera les déjeuners du test. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous.